Bonjour à tous, nous sommes Mathilde et Océane et dans le podcast La Bulle, nous explorons l'univers fascinant de la santé, de l'entrepreneuriat, du yoga, du sport, de la maîtrise respiratoire, de la science et de la philosophie. Ces trajectoires singulières nous ont conduites à croiser des figures incroyablement passionnantes. Chaque semaine, à travers ce podcast, nous souhaitons partager ces rencontres et mettre en lumière les voix qui nous ont influencés. Plongez avec nous dans ces conversations inspirantes. Et on se retrouve dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on n'est pas toutes les deux. On a la chance de recevoir Sarah, qui est comme nous kinésithérapeute, mais qui a choisi une spécificité différente. Bonjour Sarah. Bonjour Mathilde, bonjour Océane. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut tout simplement commencer peut-être par te demander de te présenter, raconter peut-être ton parcours ? Mon parcours, alors bonjour, moi je m'appelle Sarah, je suis kiné du coup, spécialisée en pelvipérinéologie, ou autrement dit en gynéco. J'ai fait mes études de kiné à Barcelone. J'ai terminé mes études en 2020. Les études, c'était des études classiques comme tout le monde, il n'y avait pas de spécialité, mais j'ai quand même rencontré une prof hyper intéressante qui avait un cabinet de périnéologie en Espagne. Ça a été ma directrice de mémoire qui était déjà sur le sujet des douleurs pelviennes, bien que je n'étais pas vraiment convaincue que j'allais faire ça comme spécialité. J'hésitais entre ça et de la pédiatrie. En sortant des études, j'ai été babysitter, nounou, parce que je n'avais pas le droit d'exercer parce que j'avais fait mes études à l'étranger. Mais ne perdez pas patience, ça finit toujours par arriver. J'ai fait 6 mois où j'étais nounou. Ne les encourage pas, pas du tout. Perdez patience, faites vos études en France. Non, vous pouvez, il y a des super voies qui vous évitent de vous casser le nez en France. N'hésitez pas à partir faire un petit tour pour apprendre l'espagnol par exemple. Super. Et revenir Séjour kiné. linguistique. Revenir kiné et bilingue quoi. Faire la fête, quoi. Un peu de développement personnel. Un peu de développement personnel, exactement. Voilà, très bien. J'ai fait ça pendant 6 mois et après, enfin nounou pendant 6 mois et après j'ai commencé en remplat à Cannes-sur-Mer, à la clinique Saint-Jean. Je remplaçais une kiné qui faisait à moitié le matin kiné SSR, donc rééducation post-opération, genoux, hanches, tout ça. Et l'après-midi, elle faisait de la rééducation en périnéologie. En fait, j'avais fait un stage avec elle. Et après, je l'ai remplacée pendant son congé maternité. Et j'ai commencé la périnéologie avec absolument aucune formation. Donc j'ai appris avec mes patients et je me suis formée rapidement pour pouvoir faire des bilans dignes de ce nom. Formation. Mais du coup, les premières séances, tu devais être... Un peu stress. Ouais. Ouais, j'étais pas au top de ma forme quoi. J'avais été en stage avec une kiné avec qui j'avais pas eu l'occasion de pratiquer. Mais du coup, tu te limitais à ce moment-là à faire du transverse et rééducation abdos ou vraiment Non, déjà... j'ai attaqué direct. Ah ouais, ok, toi t'es une aventurière. Toi. J'ai attaqué direct avec une petite paire de gants pour faire mon premier toucher vaginal, seul dans ma cabine sans fenêtre. Voilà. Important. Mais ouais, important parce que ça te place un peu genre l'état d'esprit, tu vois. T'es seule face à toi-même avec cette patiente avec ses jambes... Pas face à toi. Ouais, du coup, t'es pas face à Pas toi. face à toi du tout. Face à ta patiente, tes jambes écartées, quoi. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'avais lu plein de trucs, j'avais lu beaucoup de livres, plein d'articles. Enfin, j'avais essayé de me renseigner sur ça. Et en faisant les formations a posteriori, ça n'a pas duré longtemps, hein. J'ai exercé, je pense, 1 mois sans être formée. En faisant les formations après, évidemment, je me dis que j'aurais amélioré la prise en charge que j'avais faite quand j'étais pas formée. Je te disais pas ça, mais t'es complètement irresponsable. Mais j'étais t'étais pas kiné. à l'ouest complet. Ouais. Enfin, Pour une espagnole, quoi. Pour une espagnole, c'était pas si catastrophique. Ok. Tu vois. Et t'as fait quoi comme formation, du coup, juste après, tu t'es orientée vers quoi? Du coup, direct formation, c'est les fondamentaux. En périnéologie, c'est le premier degré. Ok. L'organisme de formation, c'était l'IPPP à l'époque, c'est à Paris. C'est 3 jours, c'est des formations sur 3-4 jours, sur un week-end, un gros week-end, où tu vois toutes les bases et t'examines. Parce que tu as des patientes qui viennent, c'est des mannequins, en fait, c'est des modèles qui sont payés. Ah, ok. Ouais. Intéressant. Et du coup, tu peux examiner sur les patientes. Enfin, sur les patientes factices, Très cool. quoi. Ouais, donc, vous du coup, étiez ça pas, permet vous, vraiment, vos propres cobayes, quoi. Non, ça, tu peux le faire le soir. Tu
enfin le soir. Elle faisait des heures sup. Pas passer 20 heures. Mais en fin de formation, le formateur, il te propose de rester si tu veux. Il y a beaucoup de formateurs qui nous ont proposé ça, mais pas forcément. Je comprends pas. C'est pas dans C'était pas dans la formation. Non. Même si c'était une formatrice. Je comprends pas. Ok, donc t'as fait ça. J'ai fait ça. Après, j'ai fait donc ces 4-5 mois de remplacement à la clinique. À la fin de ce remplacement, j'ai rencontré Juliette Harris et Julie Perrin, 2 kinés qui m'ont accueillie chez elles, pour qui je travaille encore. Ça fait 3-4 ans maintenant, qui m'ont formée. Plus. J'ai continué à faire des formations officielles dans des organismes de formation que je ne connaissais pas. Et c'est elles qui m'ont formée au cabinet, un maximum sur la prise en charge de la femme, donc tout ce qui est incontinence urinaire, descente d'organes, postpartum. Donc c'est ça, ouais, tu devances ma question, mais finalement, c'est quel profil de patiente, du coup, plutôt Ouais. patiente Là exclusivement. maintenant les deux, Ok. hommes et femmes. Que tu reçois. Quand est-ce qu'on a besoin d'aller voir un kiné Oui. périnée? Au tout début, j'ai commencé facile. Dans facile, j'entends les problèmes les plus basiques qu'on a en périnéologie, c'est-à-dire incontinence urinaire et descente d'organes, notamment en rééducation après accouchement. Donc les filles m'avaient laissé un planning avec ce type de rééducation-là. Et maintenant, c'est axé beaucoup plus douleur pelvienne, parce que j'ai rencontré le docteur Piquet entre-temps, avec qui on a monté une unité de prise en charge de la douleur pelvienne. Ça, c'est exclusivement chez la femme. Ça, c'est à Cannes-sur-Mer aussi. Enfin, c'est à Cannes-sur-Mer à Saint-Jean. Et homme aussi, prise en charge de l'homme. L'homme le plus courant qu'on ait, c'est post-prostatectomie, donc post-opération de la prostate. Et aussi douleur, parce qu'il y a des douleurs aussi chez l'homme. C'est dans l'unité dont tu parles, là, que tu fais les hôpitaux de jour? Ouais, c'est ça? c'est ça. Hôpitaux de jour, là, c'est que des femmes pour l'instant. Et on a commencé les hommes début d'année dernière. Ouais, donc c'est les deux maintenant. Hommes et femmes, pardon. Et là, c'est les patients qui viennent, et c'est quoi? C'est à la journée, ils dorment pas sur place et ils ont Ouais, affaire c'est ça. à toi et aux Ils dorment infirmières. pas sur place, c'est à la journée. En fait, c'est des patients qui ont des douleurs, qui voient une première fois l'algologue, donc le médecin de la douleur, qui font une consulte normale en algologie. Et elle, après, elle estime si c'est nécessaire ou pas qu'ils fassent le parcours. Sur le parcours, tu as un diététicien, une psychologue, une sexologue et moi en kiné. Le but, en gros, c'est de faire un bilan. C'est-à-dire que je fais pas de la kiné classique, je fais pas de la rééducation. On les voit, on fait un bilan. Et le but, c'est de définir de qui ils ont besoin à l'extérieur en ville. Genre, est-ce qu'ils ont besoin de rééducation périnéale? Est-ce que la patiente elle a besoin d'aller voir la diète ou pas du tout? Est-ce que la psy, c'est intéressant? Et après, on les redirige sur des professionnels de santé en ville. Donc, tu arrives à avoir un réseau de professionnels formés en ville? Parce que j'imagine que c'est aussi rare d'avoir une kiné avec ton profil qu'une kiné respi. À l'hôpital, moi, je galérais de ouf. Ultra galère, c'est le gros défi en fait de l'hôpital de jour, c'est de créer un annuaire, un réseau où tu as des kinés qui sont spécialisés, qui sont formés, parce qu'en fait le souci qu'on a en périnéologie, c'est que si tu fais de la kiné postpartum, rééducation, incontinence urinaire et descente d'organes par exemple, c'est une certaine approche, et si tu fais de la douleur, c'est un truc qui n'a rien à voir, c'est totalement différent. C'est la même zone, mais c'est pas travaillé du tout de la même manière. C'est un peu comme si d'un côté tu cherchais à renforcer, de l'autre côté tu chercherais plutôt à assouplir, à relâcher. C'est un peu extrême, parce que je dis c'est pas vraiment ça, mais tu as vraiment deux catégories de kinés différents. Quelqu'un qui est excellent sur une incontinence urinaire, il aura peut-être zéro notion sur de la douleur. Et c'est pour ça que du coup, il y a des patientes qui arrivent à l'unité et qui ont perdu pas mal de temps, parce qu'elles pensaient faire de la rééducation qui leur aurait convenu sur de la douleur, mais c'était pas du tout ce qu'il y avait à faire. Donc il faut un peu tout reprendre du début et les rediriger vers des gens qui sont formés. Et du coup, si t'es patiente, on parle beaucoup de douleurs pelviennes maintenant, d'endométriose, etc. Ce type de patiente, il faut qu'elle cherche quoi? Comment elle se renseigne justement pour aller chez un kiné? Parce que déjà, il faut qu'elle passe la barrière du kiné spécialisé en périnéo, et après, comment elles font pour essayer de trouver dans ces kinés-là celui qui fait pour les douleurs? Elle demande tout simplement? Avec un peu de chance, t'as un ou une gynéco qui est sensibilisée aux douleurs. À ce moment-là, c'est ton gynéco qui va te rediriger vers une kiné avec qui elle a l'habitude de travailler. Du coup, c'est interdit. C'est interdit. Non, si t'en donnes 2, t'as le droit. 5, je crois. 5 Si t'en donnes 2 ou 10. 2 ou 10. Ce qui est absurde, évidemment. Donc, tu rediriges dans une petite liste de kinés avec qui t'as l'habitude de bosser. Sinon, il y a des annuaires
en ligne. Les annuaires des formations, c'est les formateurs, enfin c'est les organismes de formation qui répertorient tous les kinés qui sont formés dans ce domaine-là. Donc il faut taper kiné, douleur pelvipérinéale sur Internet. Et sur tout ce qui est endométriose, tu as plein d'associations de patientes, style Endomind ou EndoFrance, qui ont un annuaire pareil, qui regroupe les algologues, les gynécos, les kinés, les ostéos, tous les professionnels de santé qui sont sensibilisés à la prise en charge de l'endométriose. Question de kiné spécialisé, puis, on n'a pas le droit de dire spécialisé, mais on a compris, voilà. Vraiment, on va en tout aujourd'hui. Donc, tu vois, nous, souvent, écossais, ce qu'on répète, c'est que même si on a une spécificité sur un organe et sur le poumon, nos prises en charge, elles vont s'intéresser autant au cervical, au sinus, au périnée, au lombaire, etc. Est-ce que dans ta spé, tu as cette sensation de t'intéresser malgré tout au corps complet, ou est-ce que c'est très organe targeté? Non, c'est pareil. C'est pareil que vous, tu es obligé de le voir de le dézoomer, ton périnée, parce qu'il est ultra lié avec tous tes muscles que tu as autour des hanches, par exemple, tout ce qui parle de sangle abdominale, tout ce qui parle de diaphragme. Les deux, ils fonctionnent ensemble, ton diaphragme de ta respiration et ton diaphragme de ton périnée. Ils fonctionnent en synergie, donc si tu restes bloqué uniquement sur ton périnée, c'est d'ailleurs le problème qu'on a pas mal avec beaucoup de patientes, c'est qu'elles viennent pour de la rééducation périnéale, donc elles veulent vraiment que l'examen au début il soit vraiment tourné sur vraiment de la gynéco pour être sûr qu'on ait bien vu ce qui se passait et ce qui allait pas bien au niveau gynéco, parce que leur douleur, elle est principalement périnéale, mais la douleur périnéale, elle vient en grande partie d'une dysynergie, d'un dysfonctionnement que tu as plus haut, du coup plus au niveau de ta respiration. Donc tu es obligé aussi de le voir en global. Et ça, toi, tu as fait la démarche de venir aussi te former sur la prise en charge respi. Mais est-ce que dans le milieu des kinés spécialisés en périnéo, il y a cette appétence aussi pour la partie respiratoire? Parce que c'est vrai que, encore ce matin, je voyais, je ne sais plus son nom, une influenceuse qui montrait des exercices respiratoires avec une PEP en disant, elle te parle de souffle pour te parler de périnée, quoi. Si, il y a tout le monde. Enfin, je pense que tout kiné qui s'est spécialisé en périnéo a forcément cette notion des abdos et de ta respiration, parce que c'est dans la formation des fondamentaux de base. Là où il y avait un petit désaccord quand même, c'était l'époque qui est presque révolue du médecin qui fait une prescription après l'accouchement de rééducation périnéale et une prescription de rééducation abdominale. Donc ça, on avait pour habitude d'envoyer la patiente chez sa sage-femme pour faire la rééducation du périnée. Elle validait ses 10 séances, et une fois qu'elle avait fait ses 10 séances, elle allait faire sa rééducation abdo chez le kiné. Ça, il faut que ça s'arrête. C'est en train de s'arrêter, mais il faut vraiment que ça s'arrête, parce qu'en fait, si tu perds le lien entre ton périnée et tes abdos, tu peux avoir un super périnée qui fonctionne tout seul et tes super abdos qui fonctionnent tout seul. Mais si quand tu les mets à fonctionner ensemble, c'est-à-dire sur des efforts, sur de la course, sur n'importe quoi, tu vois qu'ils sont en dysynergie, qu'il y en a un qui pousse contre l'autre, en fait, tu as fait ta rééducation périnéale pour rien, il faut quelque chose de beaucoup plus global. Donc le souci qu'on a, c'est ça. En fait, une super façon d'avoir fragmenté le corps humain et de bien se dire que tu es un puzzle. Mais il n'y a pas encore toujours cette histoire de... À nouveau, moi, j'y connais rien. Mais t'as pas le droit d'aller voir un kiné pour de la rééducation périnéale avant 3 mois. Il y a toujours ce truc. Il y a un truc là-dessus. Il y a quelque chose qui dit que si sur ton ordonnance... Je suis pas sûre de moi à 400% là-dessus, okay. Mais en gros, il y a quelque chose qui dit que si sur ton ordonnance, il y a marqué rééducation du postpartum, il faut peut-être attendre 2 mois après ton accouchement pour aller faire ta rééducation chez un kiné. Okay. Et s'il y a juste marqué rééducation périnéale, que tu pourrais faire n'importe quand, à partir du moment où tu as un problème de périnée, tu peux aller voir ton kiné à J2 après l'accouchement. Je savais pas du tout. Tu bosses en partenariat avec des sages-femmes ou... Ouais, okay. énormément. Parce que du coup, quand tu bosses sur les douleurs, ou même quand tu bosses sur autre chose, tu as toute une composante de contraception, d'hormonothérapie, tout ça, qui est cool de revoir et de remettre en question quand tu fais des prises en charge comme ça. Donc ouais, ça, j'ai tellement 1000 questions. Est-ce que tu fais du pré-partum? Tu fais des préparations à l'accouchement? Pas du tout? Pas trop. Okay. Pas beaucoup, parce qu'on a un problème de délai d'attente. Ouais, t'es déjà blindée. Donc en fait, vu qu'on on a beaucoup de patientes et qu'on est au cabinet chez les filles ultra spécialisées, tout ce qui est préparation, prépartum et le postpartum juste après leur accouchement, on fait très peu. Parce que quand elles appellent et qu'elles ont besoin de prépartum, on leur dit qu'il y a 6 mois de délai.
Donc on est hors délai pour... Ok. On ne peut pas faire ça. Par contre, les sages-femmes avec qui on bosse, elles le font. Mais moi, pas du tout. Et t'as vraiment une patientèle de tout âge Ouais. Mais y compris, tu vois, à Necker, j'étais toujours impressionnée par ça. Dans le service de rééducation, il y avait des kinés qui s'occupaient spécifiquement des enfants Oui. en périnéo. Avec, Ah oui. est-ce que tu fais des prises en charge pédia aussi? Moi, je fais pas de pédia. C'est Juliette au cabinet qui fait de la pédia. Donc, elle a des tout petits, Ok. vraiment des tout petits enfants. La rééducation en pédia, c'est hyper vaste parce qu'en fait, tu peux avoir juste ton enfant de 7 ans qui fait toujours pipi au lit la nuit et qui se réveille pas et t'es un peu inquiète et du coup, tu l'amènes et voilà, c'est vite réglé, quoi. Il y a pas de souci particulier. Et après, tu as aussi des trucs beaucoup plus importants. Tu as des malformations congénitales. Le petit, il est né, il manque un bout du système digestif ou un truc comme ça. Et après, il faut remettre, après les chirurgies de ces enfants-là ou de ces bébés-là, eux, ils ont de la rééducation pendant beaucoup, beaucoup plus longtemps. Par contre. Ok. Mais ça, moi, je fais pas. Moi, je fais de l'ado. Donc, je crois que ma plus jeune patiente en ce moment, elle a 13 ou 14 ans. Et jusqu'à sans limite. Et est-ce que t'as l'impression qu'il y a c'est peut-être une idée reçue, mais j'ai l'illusion peut-être que les filles de 20 ans, 30 ans, 40 ans auraient plus de facilité à consulter et que des femmes plus âgées, nous en rééducation, en respi, ont tendance il y a des fois à nous dire qu'elles ont des soucis au niveau périnéo, mais plus les normaliser et se dire bah de toute façon c'est normal, et puis à cette époque-là on s'y intéressait un peu moins et on trouvait que c'était classique, tu vois. Donc est-ce que t'as moins de femmes âgées qui consultent parce qu'elles normalisent leurs troubles? Bien sûr, t'as moins de femmes âgées qui consultent parce qu'elles normalisent leurs troubles, parce que personne ne leur pose la question. Ouais. Okay. Donc il y a énormément de patientes qui se posent pas la question est-ce que c'est normal ou pas, parce qu'en fait à la télé t'as des pubs de protection anti-fuite, donc en fait c'est plus facile, enfin c'est plus basique et c'est plus facile d'aller au supermarché acheter un paquet de protection hygiénique et tous les jours plutôt que de te dire est-ce que c'est normal que je ça, vu que c'est vachement normalisé. Mais toi, est-ce que tu normalises ça? Est-ce que tu te dis, bon, franchement, si t'as des fuites urinaires, t'as 85 ans, c'est normal? Ou est-ce que tu te dis, attends, non, pas du tout, il y a toujours une solution. Fuite urinaire sur une patiente de 85 ans qui n'a pas de démence, par exemple. Alors, sur un patient qui est dément où tu as plein de comorbidités, c'est différent. Mais sur une mamie de 85 ans qui n'a rien de particulier à part une petite hypertension et un peu de cholestérol, il n'y a pas de raison qu'elle ait de fuite. Ok. Il n'y a pas de raison qu'elle ait de fuite. Et en fait... souvent, elles ne consultent pas déjà parce qu'elles ne savent pas où consulter. Enfin, elles ne savent pas que c'est un problème. Enfin, elles en parlent un peu à leurs filles, à leurs enfants. Et en fait, moi, j'ai les enfants qui ont une 50aine d'années, avec qui on évolue sur des incontinences urinaires ou des descentes d'organes, et qui me disent « Ah, mais vous pensez que ma mère de 85 ans, est-ce que vous pensez que je peux vous l'amener ?» Donc ça, tu as des résultats, ça dépend de l'état psychologique et mental de ta patiente. Okay. Si tu as quelqu'un qui est encore ultra vif, ultra actif, il n'y a aucun problème. Si ça percute et que tu expliques correctement tout ce qui est dynamique respiratoire, comment ne pas pousser, la récupération n'est pas plus longue parce que l'âge est plus avancé. C'est pas des durées de traitement plus importantes? Non, pas forcément. Pas forcément, parce qu'en plus, quand tu fais de la rééducation périnéo, tu te rends compte que la cause de tes fuites, c'est très rarement le fait que ton muscle soit trop faible. C'est juste que tu t'en sers pas correctement, mais ça s'apprend, et ça s'apprend à tout âge. Mais c'est pas, tu te dis pas, bah, c'est moi, elle a 85 ans, dans tous les cas, elle se remusclera pas parce que toutes ces filles, de toute façon, sont vieillissantes. Ça sert à rien, non, dans tous les cas, tu la vois. Et c'est même des patientes que tu peux voir très peu parce que tu fais un gros bilan, tu les prends pendant 1 heure, où tu leur expliques plein de choses, tu fais beaucoup d'éducation thérapeutique. Et en fait, c'est des choses qu'elles ont tellement jamais entendues que presque en one shot, tu as une amélioration de dingue. Après, ce que tu cherches avec ces patientes-là, c'est pas qu'elles aient 0 fuite. Si tu veux, elles peuvent avoir une petite incontinence urinaire, de temps en temps quelques petites gouttes qui tombent, mais tu veux pas que ça les handicape dans leur vie quotidienne, que ça les empêche de sortir avec des copines, que ça les empêche d'aller au cinéma, enfin, qu'elles se posent pas la question, qu'elles se disent pas bah, si avec ce que j'ai, je peux pas faire ce que j'ai envie de faire, je peux pas aller à la gym, je peux pas. Tu veux éliminer ça. Après, tu sais que suivant la qualité du tissu, parce que forcément avec l'âge, quand tu vieillis, ça a tendance à s'affiner et ça perd de l'élasticité. Potentiellement sur une grosse quinte de tout, elle aura encore un peu des fuites. Oui, parce qu'on l'a pas encore abordé, mais pardon, nous, c'est sûr que en respi, et c'est un peu redit à chaque congrès, mais ça fait partie un peu des marronniers qu'on entend depuis 10 ans, où à chaque congrès, tout le monde te dit « Ouais, c'est vrai que c'est incroyable, hein, la prévalence des troubles périnéaux chez les patients qui ont un problème respiratoire chronique, et ce à tout âge, parce que ça peut être des patientes qui ont la muco et qui ont 15 ans, ou ça peut être des patientes BPCO beaucoup plus âgées, mais c'est sûr que la toux chronique a un impact sur le périnée. Mais à nouveau, je trouve qu'en pratique,
il n'y a pas grand-chose qui a changé sur le terrain. On ne peut pas dire que ce soit beaucoup plus questionné. Enfin, tu vois, souvent les patientes arrivent avec les patientes et patients d'ailleurs, avec leurs ordonnances pour la respi, mais pas spécifiquement pour le périnée. Elles te le disent au détour d'une séance. Et c'est déjà assez prenant leurs soins respiratoires, donc on a aussi du mal à leur dire allez voir un autre thérapeute pour aussi aller. Enfin, tu vois, de prioriser aussi. C'est une belle ouverture pour une salle dans la bulle, ça. Pour une quoi dans la bulle ? Une salle de kiné dans la bulle. Hein. Non, mais franchement, c'est. Parce qu'en fait, c'est des patients qui ont besoin que tout soit centralisé, vu qu'ils ont beaucoup de soins et vu que c'est des patients qui se fatiguent vite. Mais pour moi, c'est indissociable. C'est indissociable parce que tu peux pas partir du principe du fait que, vu qu'il a une maladie chronique et invalidante type BPCO, enfin peu importe, qu'il a fait tousser une grande partie de sa journée, et te dire c'est ça qui est important. En gros, c'est le truc grave de cette patiente. Du coup, elle a un peu de fuite. Alors qu'il suffit de pas grand-chose pour qu'elle comprenne le mécanisme déjà. Et se dire, ok, en fait, c'est gérable et c'est pas insurmontable et c'est pas une rééducation ultra difficile, en fait. Mais il faut quelqu'un sous la main, quoi. Ok. Et puis même nous, il faut qu'on apprenne à donner les bons conseils. Tu vois, on en parlait avec Joséphine, pareil, qui nous disait, ouais, mais en fait, les filles, j'ai regardé avec l'écho, à chaque fois que vous faites souffler, c'est ce que je te disais, profondément quelqu'un, forcément, il y a quand même des pressions en direction du périnée, donc vous pourriez donner des conseils aussi de... contraction, mais c'est vrai qu'il y a des fois rien qu'apprendre à quelqu'un à respirer, il y a déjà tellement de choses à cortiquer que t'as pas forcément le réflexe de te dire bon là attention, mais c'est sûr que la gestion abdominale et périnéale, il y a de quoi faire. Après ça déjà vous l'avez pas mal vous quand même, c'est-à-dire que déjà quand vous faites souffler en engageant plus les muscles des abdos profonds que des muscles superficiels, donc déjà vous allez dans le bon sens. C'est juste qu'après oui c'est sûr que si tu rajoutes une petite consigne ou juste une petite alerte en mode regardez ce que c'est le périnée, il faudrait que ça fonctionne comme ça pendant que vous souffliez, ça serait un plus. Mais déjà, quand tu fais de la rééducation respi, entre guillemets, correctement, tu vas déjà dans le bon sens pour ton périnée. Pour les patients qui toussent de façon chronique, tu as un conseil que tu leur donnes en pratique de gestion de toux ? Genre, est-ce qu'il y a une position dans laquelle il vaut mieux tousser, assis, penché en avant, allongé C'est un tout petit détail et je leur répète que c'est pas révolutionnaire, mais que c'est déjà quelque chose. C'est quand tu tousses ou quand tu éternues, plutôt que d'éternuer de face, et que genre du coup tu te plies, t'as une flexion de tronc de buste et que du coup tu viens écraser tes abdos, t'éternues ou tu tousses sur le côté. En fait juste le fait de faire ça, tu vas quand même avoir une pression, hein. C'est pas ça qui va te mettre à zéro, mais le fait de se tourner, tu vas déjà pas avoir le mouvement qui vient totalement comprimer ton abdomen et du coup tu comprimes un peu moins. Bon en vrai j'ai jamais entendu. Mais tu leur demandes pas genre de contracter, une fois que t'as compris, qu'elles ont compris ce que c'est que de contracter le périnée et le relâcher, tu leur demandes pas une contraction volontaire du périnée pendant la toux? Pas pendant la toux. En fait, je leur demande des contractions volontaires pendant des efforts de toux ou autre, quand on est en séance, pour qu'elles acquièrent le réflexe. En fait, c'est le réflexe anticipatoire à la toux. Et en fait, ce réflexe-là, normalement, quand tu vas tousser ou quand tu vas faire un effort, peu importe, quand tu vas faire un effort qui va générer une augmentation de pression au niveau abdominal, tu as ton périnée qui est censé se contracter tout seul 0,1, 0,2 secondes, un tout petit peu avant tes abdos. Et en fait, ce que tu cherches, c'est à recréer ça. Mais ce qu'on essaie surtout d'éviter, c'est de laisser croire à la patiente ou au patient que elle a des fuites parce qu'elle ne contracte pas. Non, elle a des fuites parce qu'elle n'a pas de réflexe, la pauvre. Mais c'est pas parce qu'elle oublie de contracter. Parce que si à chaque fois que tu tousses, à chaque fois que tu portes un truc, à chaque fois que tu éternues, tu dois penser à contracter. Et quand tu fais du sport, tu dois penser à contracter. Oui, mais en même temps, comment tu fais pour reconditionner un réflexe par une contraction volontaire ? En fait, à force de répétition. Ok. Tu répètes des mouvements. Les patientes, elles bossent, et les patients, les deux d'ailleurs, ils bossent au cabinet avec le biofeedback. Le biofeedback, c'est tu mets une sonde au niveau vaginal ou au niveau anal, si c'est chez l'homme, qui a des capteurs de pression. C'est relié en Bluetooth sur un ordinateur et ça te montre... je fais des gestes, je sais pas s'il y a le geste avec le podcast. Le podcast, ça marche très bien. Elle nous fait des courbes avec son doigt. Ça fait des courbes. Et en fait, si tu veux, le patient, il voit quand il contracte, quand il relâche. Le fait qu'il le voit, le fait qu'il y a un feedback sur ce qu'il fait, déjà, il se dit, ok, quand je fais ça, c'est ça qui se passe en vrai. Donc déjà, ça permet à ton cerveau de connecter ce que tu ressens avec ce qui se passe vraiment. Toi, tu bosses sans ça ? Non, je bosse avec ça, moi. Tu bosses aussi avec ? Pas tout le temps, pas toutes les séances. Et est-ce que, j'imagine que, te connaissant, toi, tu l'as essayé ? Oui. Est-ce que tu as été surprise, il y a des fois, de la courbe en fonction de ton ressenti, ou est-ce que tu te dis, finalement, une femme qui ressent
correctement, t'as pas de surprise, tu sens très bien quand ça se contracte, quand ça se relâche. Une femme qui ressent correctement, tu sens très bien quand ça se contracte, quand ça se relâche, et t'as pas de surprise, tu te dis pas waouh, j'étais sûre d'avoir contracté et ça a rien fait. Par contre, le seul truc que tu peux avoir, la seule chose à laquelle je pense, c'est que tu peux penser être correctement relâché et ne pas l'être. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, là, on est assises tous les trois, ton tonus, il est à 0, quoi. Enfin, on est assis sans maintien, on est appuyé. Ouais, moi, on n'est pas censé avoir le périnée qui est contracté. Ouais, moi, je suis pas à 0, c'est sûr. Et, en fait, et sur ça, tu peux te faire surprendre parce que tu vois, tu peux dire, ok, je connais bien mon corps, j'arrive très bien à contracter, j'arrive très bien à lâcher, je vois très bien ce qu'elle veut dire quand elle te demande de contracter. Mais par contre, si tu mets une sonde, tu peux être surprise parce que tu peux te dire, ok, je pensais que la courbe, elle tombait jusqu'en bas parce que j'étais relâchée. Et en fait, là, tu as un mini tonus. Et le fait d'avoir un mini tonus, ça diminue la force de ta contraction quand ça se contracte pour de vrai. Oui. Ok. Et c'est pour ça que parfois, souvent, tu as des patientes qui viennent pour des incontinences urinaires, donc des fuites. Elles te disent par exemple, j'ai des fuites à l'effort quand je tousse ou quand j'éternue ou quand je cours. Tu les examines et tu dois leur expliquer qu'il va falloir qu'elles apprennent à relâcher leur périnée pour qu'à l'effort, la contraction elle soit plus importante, que ton delta en gros entre ton relâchement et ta contraction soit plus important et que du coup la contraction elle soit franche et que ça bloque vraiment une sortie d'urine. Alors qu'elles te disent tout le temps, elles arrivent, elles te disent j'ai l'impression de ne pas être assez musclée. Mais t'as ça sur des sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, c'est jamais des filles qui sont pas assez musclées, c'est tout le temps des filles qui sont trop musclées. Ouais, mais finalement, comme souvent, c'est finalement beaucoup plus facile, je pense, d'apprendre à se renforcer que à se relâcher, quoi. C'est comme dans tout, c'est comme... Ouais, et puis on en avait déjà parlé ensemble au pranayama, quand il y a des marathoniennes ou quoi qui viennent et où tu te rends compte qu'elles n'ont pas de problématique pour rentrer le ventre à l'expiration, mais juste elles le relâchent jamais. Donc leur apprendre le vacuum ou quoi, mais c'est un enfer. Ouais, franchement, je mets beaucoup plus de temps que de réveiller un transverse chez quelqu'un qui a l'abdomen toujours relâché, tu vois. Oui. Et genre apprendre, tu sais, c'est même dur de trouver les bonnes consignes, la bonne sensation, de travailler dans toutes les... Donc on fait à quatre pattes avec le poids du ventre, etc. Mais c'est vraiment pas évident. Et du coup, Kapalabhati ou quoi, c'est mort. Mais oui, c'est toujours des gens... les gens qui connaissent bien leur corps et qui s'en sont beaucoup servis, comme des sportifs de haut niveau, ils s'en sont beaucoup servis, mais avec leur prisme. Enfin, avec leur manière de fonctionner. Et toi, t'arrives et tu leur dis ok, c'est ok, mais essaie de faire ça, sauf que ils sont tellement tout le temps à l'inverse, elles sont tellement tout le temps contractées ou tout le temps le ventre rentré, tout le temps le périnée engagé, qu'en fait, quand tu leur demandes de se relâcher, elles, ce qu'elles te disent, c'est qu'elles ont l'impression qu'elles vont se faire pipi dessus. Ou genre que ça va sortir, quoi. Enfin, mais ça, c'est important, cette notion-là, parce que, en gros, quand on te dit j'ai l'impression que ça va sortir, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que ton périnée, normalement, il est là en tant que filet de sécurité, quoi. Il n'est pas là en tant que... C'est pas un plancher, enfin, c'est pas un truc sur lequel tu te reposes toute la journée. C'est tes abdos et tes ligaments qui maintiennent tous tes organes à l'intérieur. Et ton périnée, il est là en sécurité si jamais, enfin, toute la chaîne en amont, ça s'est pas fait, ton périnée, il sera là pour retenir. Question que tu vas peut-être trouver débile. Hein. Je suis en train d'y penser, mais je sais pas si on en avait déjà parlé toutes les deux. Typiquement, il y a des fois au prana où c'est des profs de pilates ou des profs de danse qui ont toujours le ventre ultra gainé, et en même temps, prof de pilates, tu peux te dire pourtant elle bosse son transverse à fond, donc elle bosse son périnée à fond. Qu'est-ce que tu penses de la respiration thoracique plutôt haute, du coup, ou en tout cas thoracique pure, que tu vas avoir pendant des séances de pilates avec l'abdomen toujours gainé? Moi, ça me dérange pas. Okay. Dans le pilates, ça me gêne pas ce transverse ultra engagé et du coup cette respiration plus costale, quoi. Mais ce qui me gêne, c'est que c'est tout le temps... les consignes, elles sont tout le temps dirigées sur des contractions du périnée et jamais sur son relâchement. Okay. Sauf qu'en fait, à un moment donné, tu peux faire une posture, n'importe laquelle, en forçant fort sur ton périnée, en contractant, en bossant fort ta respiration, mais il y a un moment donné où il faut que la consigne, elle soit forcément portée sur le relâchement. Tu as des patientes qui se mettent au pilates, que je suis obligée, pas de faire arrêter, mais de donner des nouvelles consignes, parce que après c'est compliqué, c'est toujours pareil, c'est des cours collectifs, t'as 10 patients clients en même temps, il faut avoir la notion et prendre le temps et de se dire ok, je vais faire un cours, au moins je vais passer 20 minutes en leur expliquant. Et puis moi, avant que tu me l'expliques, il n'y avait jamais personne qui m'avait dit à quel point c'était important de relâcher, et j'ai l'impression que c'était un peu la caution morale d'un coach sportif que de se dire ah bah c'est bon, si j'ai parlé du périnée de temps en temps en disant tu serres, bah c'est bon, je m'en suis occupée, tu vois. Ça, c'est comme les abdos. Quand tu fais du sport en salle ou peu importe, aquabike ou n'importe quoi, les profs ils te disent souvent serrer les abdos, serrer le périnée, mais en fait tu sais pas ce que ça veut dire, parce que serrer les abdos, t'en fais quoi de tes abdos? Enfin, tu serres ton ventre,
tu peux rien faire si on n'a pas vraiment pris le temps. À la limite, il faut un schéma. Enfin, il faut leur dessiner. Moi, je leur dessine tout le temps au bilan. Okay. Enfin, de comment rediriger leur pression. Je leur parle du nombril, c'est le plus facile. Genre, comment rentrer ton nombril. Tu as envie de rentrer ton nombril en direction de tes omoplates pour que ça aspire vers le haut. Et donc, Pilates, moi, je suis pour. Enfin, ça me dérange pas du tout qu'elles fassent du Pilates. Mais par contre, je leur dis, voilà, les moments où c'est off, genre on change de posture ou quoi, le périnée, il n'a rien à faire contracter. Et je leur dis même, ça, j'espère qu'il n'y a pas trop de profs de Pilates qui écoutent, que ça sert à rien de contracter le périnée et qu'il leur suffit juste de rentrer correctement les abdos. Genre en partant du principe c'est censé se faire en synergie s'il n'y a pas de pathologie. Toi, ce que tu cherches, c'est juste qu'il n'y ait pas de pression sur ton périnée. Mais t'as pas besoin. Un bon périnée, c'est pas un périnée ultra musclé. Hein. C'est un périnée ultra compétent. Dans compétent, t'entends qui est capable de se relâcher vite et de se contracter rapidement, mais pas forcément qui est ultra musclé. Donc je leur dis de laisser un peu tranquille le périnée et de se concentrer sur les abdos. Quoi. Ok, trop cool. Mais du coup, c'est une discussion qu'on avait avec Mathilde en début de semaine. Je vais me permettre de parler de yoga, hein, puisque il me semble que tu es prof de yoga, non? Moi, c'est le gros truc, c'est ce qu'on disait, c'est le gros truc qui m'a changé la vie, moi, avec le yoga. C'est que pour avoir fait beaucoup de sport et plein de sports, et je pense qu'il n'y avait pas de problème sur le fait que je me connaissais plutôt pas trop mal au niveau de mon corps, j'avais jamais ce moment de, tu sais, prends 2 secondes pour voir l'impact de l'exercice que tu viens de faire sur ton corps, prends 2 secondes pour relâcher. Jamais j'ai fait des séances de sport à la fin en me disant maintenant je me pose, je fais un shavasana et je détends tout mon corps, quoi. Et je trouve que t'es beaucoup plus du coup aussi dans ton corps, tu sais beaucoup plus ce que tu contractes, ce que tu relâches, et t'as toujours ce petit moment de action, repos, qui aide pas mal. Et finalement, ce qui change beaucoup, moi je vois avec la pratique au quotidien que j'ai avec mes élèves de yoga, je sais pas comment dire, c'est que finalement je leur dis parfois, si vous ressentez le besoin de serrer un peu le périnée dans telle ou telle posture en fonction de votre anatomie, vos antécédents, votre moment menstruel peut-être ou quoi, serrez-le. Mais si vous le ressentez, c'est pas moi qui dois vous... j'ai pas envie de vous dire serrez-le, relâchez ou quoi. Autant je vais parfois leur rappeler que là vraiment je veux, pour être sûr, pour la sécurité, qui s'aspire leur nombril, qui serre leur ventre, qui lisse le bas du dos. Autant pour le périnée, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez besoin de le resserrer, de le relâcher? Et donc ça, c'est en fait un bon lien yoga, périnée, respiration. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est intéressant ce que tu dis sur les cours où tu dis, voilà, si vous sentez le besoin, faites-le, parce qu'en fait, ces histoires de pression, il ne faut pas devenir complètement parano. Tu peux faire des postures où tu augmentes la pression au niveau abdominal. Enfin, si tu commences à travailler fort la sangle abdominale, où tu vas travailler tes muscles superficiels, tes grands droits, tu auras forcément une petite pression. Sur des patientes qui gèrent super bien leurs abdos profonds, leurs transverses, tu crains rien parce qu'elles sont super engagées. Et les autres, elles peuvent quand même avoir le droit de faire l'exercice en se disant « Ah, ça pousse un peu sur mon périnée, j'ai qu'à le contracter un peu et je limite les dégâts. » Après, le but, c'est pas de leur faire répéter des séries de 200 crunch, mais c'est bien ça. C'est ce qu'on fait. Ouais, elles le sentent. Enfin, c'est ce qu'on fait. 200 crunch, tous les matins. Bien sûr. Et le lien périnée-yoga, mais c'est trop intéressant parce que nous, les patientes au cabinet, elles font, pas toutes, hein, c'est pas un circuit, mais il y en a pas mal qui font leur éducation avec une des kinés du cabinet. Et quand elles ont terminé leur éducation, elles viennent en yoga et c'est là où tu termines en fait de régler les derniers soucis qu'il y avait au niveau fonctionnel parce que tu les mets vachement dans l'effort, tu les mets dans des postures. Et du coup, elles arrivent vachement mieux à comprendre leur synergie abdos, périnée, respi. Et c'est en les faisant bouger sur du yoga qu'elles terminent et qu'elles partent du cabinet, je dirais sans appréhension de se dire « Ah mais quand je vais reprendre le sport... » ou si je refais une séance de sport, un truc que j'ai jamais fait, est-ce que ça va fuir, est-ce que ça va pas fuir? Non, ça va pas plus sûr parce que tu seras habitué. Et ça aussi, quand tu étais venue intervenir, parce que du coup, Sarah donne des cours dans le 200 heures de yoga qu'on fait. Et quand tu étais venue, c'était un message que tu avais donné qui avait vraiment beaucoup parlé aux gens qui étaient présents, dont ils avaient beaucoup rediscuté ensuite. Le fait que tu nous dises, en fait, moi, je fais pas des cours de yoga non plus spécialisés périnéo, parce que j'ai pas envie de leur faire croire que... Enfin, j'avais trouvé ça bien parce que finalement, ça aurait pu être un argument marketing de ta part de dire attends, je suis kiné, spécialisée périnéo, je vais vous faire un yoga tu peux faire du yoga spécial endométriose, yoga spécial tout ce que tu veux. Oui. Il y en a plein. Mais toi, tu l'avais pas fait dans une démarche de je veux vous montrer qu'en fait, vous êtes capable d'aller prendre un cours de yoga classique aussi, de pas vous enfermer dans votre pathologie et de vous faire un yoga spécial. Et puis oui, c'est surtout dans la démarche de se dire... C'est pas parce que tu as une pathologie, une pathologie de cheville que tu vas t'occuper de ta cheville tous les jours. Tu vas t'occuper de ta cheville, mais tu vas aussi
continue à renforcer tes cuisses, continue à travailler ton haut du corps. Là, c'était pareil, c'était plus dans l'idée. Ça marche. Enfin, ce dont tu parles, c'est surtout pour les endométrioses, pour les filles qui ont des douleurs. Quand tu as des douleurs toute la zone pelvienne, périnéo, tout ça, tu parles que de ça. Enfin, tu as mal au ventre, tu peux avoir mal pendant des rapports, tu as mal dès que tu fais un truc, tu as mal pendant tes règles, tu as mal tout ça. Et là, tu te dis juste, c'est le moyen de sortir un peu de ça et de se dire, ok, on dézoome encore une fois et on voit le corps dans sa globalité pour travailler plus sur des fascias, enfin sur l'ensemble de ton corps, qui fait que si tout bouge mieux, ton périnée et ton ventre sera forcément plus libre sans forcément t'être concentré pendant 2 heures sur des postures spéciales. Et aussi, tu proposes des exercices de pranayama, enfin tu prescris du pranayama à tes patientes douloureuses et ou non d'ailleurs, je sais pas exactement pour qui, mais... Oui, tout le temps, enfin tout le temps, très souvent. Prana, donc exercice respi, sur toutes les personnes qui ont des douleurs, quasiment, parce qu'en fait, tu vois, enfin de toute façon ça vous le savez, mais tu vois que quand tu prends le temps pendant 1 heure de bosser respiration et de leur faire comprendre vraiment que si elles arrivent à moduler leur souffle, elles peuvent gérer leur douleur. Enfin, gérer leur douleur. Le but, c'est pas de leur apprendre à gérer la crise, hein. C'est leur apprendre à mettre dans leur quotidien du prana, donc de la respi, pour avoir un effet sur leur système nerveux qui fera que du coup, elles limiteront les moments où elles sont en crise. Parce qu'une fois qu'elles sont en crise, quand t'es à fond, tu peux respirer, mais c'est pas le moment vraiment là où tu veux les faire bosser. Donc oui, je les envoie à la bulle. Je sais pas si elles viennent, mais en tout cas... Non, mais même toi, tu les fais. Moi, je les fais un peu. Moi, je les fais un peu bosser. Je faisais des cours, mais j'en fais plus du tout. Mais s'il y a une patiente, enfin, si je vois que quelqu'un vraiment, c'est essentiel. Enfin, il va falloir ça pour débloquer. Je le fais direct. Et dans tous les cas, même si je le fais pas sur 1 heure ou sur une demi-heure complète, je l'aborde systématiquement au bilan. Enfin, ça fait partie à la fin du bilan, il y a forcément du prana. Parce qu'on n'en a pas parlé dans tes formations, mais du coup, tu n'as pas du tout dit, parce que tu as fait la formation de 200 heures, mais tu as fait la formation SHV, mais tu as fait un DU de pédiatrie aussi. J'ai fait un DU de pédiatrie pour le 200 heures, donc avec toi, Mathilde, au yoga, le SHV. Après, j'ai fait des formations sur la douleur, formations sur la douleur pelvienne en thérapie manuelle avec le docteur Bono à Avignon, qui est fantastique. Et là, actuellement, tu es dans une formation longue de sexologie. De sexologue, comme on dit. De sexologue, ouais. Ok. De sexologue. C'est un DIU. Ça dure 3 ans. C'est à Toulouse. Il y en a partout en France, hein, mais celui que je choisis, il est à Toulouse. Et ça, j'y vais à raison de 5 fois 4 jours dans l'année. Ça dure de novembre à juin chaque année. Et à la sortie de ça, un petit mémoire. On adore. Et un petit diplôme. Fantastique. Voilà. Un nouveau truc à encadrer. Un nouveau truc à encadrer. Et ça, les consultations de sexologie, c'est un truc que tu feras dans tes séances. Enfin, c'est une activité que tu vas développer parallèle, comme tu as développé ton activité de prof de yoga et c'est un autre métier. Ou est-ce que c'est en lien direct? Moi, je me rends pas compte de la porosité de la kinésithérapie à la sexologie. C'est en lien direct dans le sens où j'ai fait ce DU de sexo parce que je voyais bien que j'avais 80% de ma patientèle qui venait pour des douleurs au rapport en sexo. Donc, je me suis dit qu'il fallait étoffer et qu'il ne fallait pas rester et se cantonner juste à la kiné. Il fallait aller chercher un peu plus loin sur l'aspect psycho et tout ça. Après, au niveau de l'organisation des séances et de la semaine, il est recommandé de le séparer. Vraiment. Parce que sinon, tu arrives avec un patient tu le vois pendant une demi-heure et il te parle... un peu de ses fuites, un peu de ses douleurs au rapport, et là-dedans, tu dois l'examiner, le faire bosser en fonctionnel et en même temps lui raconter comment ça se passe dans sa tête quand il y a ça pendant le rapport, pourquoi ça donne ça. Donc normalement, il faut vraiment moi, je vais essayer de vraiment le séparer. C'est ce qui fera que les séances, elles seront beaucoup plus constructives. Là, pour le moment, les patients que je vois en sexo, en kiné, c'est-à-dire les patients qui viennent me voir pour des problématiques sexo, que je traite en kiné, je mets forcément dans mes séances ce que j'apprends du DU de sexo. Parce que là, t'es obligé de mettre des touches, mais une fois diplômée et une fois que ce sera terminé, je suis obligée, j'essaierai de séparer au max. Mais c'est difficile de séparer. Et t'attends quoi du coup de cette formation? C'est pour répondre à quelle problématique vraiment sur les douleurs, les dyspareunies, les douleurs au rapport, vraiment ça ou... Sur beaucoup plus large.
que ça. Oui, non, mais tu veux résoudre l'épanouissement sexuel de c'est la Côte d'Azur dans son ensemble, pour commencer. Voilà, histoire de faire un truc simple, quoi. La formation, j'aimerais qu'elle m'apporte, en gros, une boîte à outils où tu te dis, ok, j'ai un patient qui vient pour des troubles de l'érection, voilà, j'ai tout ça à vérifier, qu'est-ce que je peux prendre là-dedans. J'ai une patiente qui vient parce qu'elle a plus de désir. En gros, j'aimerais récupérer de ce DU plein d'informations pour faire une boîte à outils et te dire, ok, je peux traiter toutes ces pathologies-là. Les pathos en sexo, c'est hyper vaste parce que ça peut aller d'un truc ultra précis où la fille, elle te dit, à la pénétration, pile à l'entrée, j'ai super mal, ça me brûle, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, ça, c'est ultra précis. Et ça peut être plus un couple qui vient te voir et qui te dit, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, moi j'ai toujours eu un peu des douleurs, mais ça allait, et là, je sais pas, de toute façon, on s'en occupe plus, en fait, on n'a plus le temps, on fait plus rien. Et ils viennent te voir un peu en te disant, on aimerait de l'aide, mais ils n'arrivent pas avec une question vraiment ultra précise. Après, le but de ces consultations-là, c'est de les aider à trouver une sexualité qui leur convient à tous les deux au temps T, et pas d'essayer de se dire avant vous aimiez faire quoi, c'était comment avant l'accouchement, ou avant c'était bien, c'est cool, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et t'as beaucoup dans le DU de sexo, il y a beaucoup de psy, ou c'est beaucoup de professionnels de santé globalement, où tu peux faire que sexo sans avoir rien fait d'avant? Non, tu peux pas faire que sexo sans avoir rien fait avant. Par contre, t'es pas obligé d'être d'une profession médicale. Dans la formation, on a 2 conseillères conjugales. Ok. Sinon, c'est gynéco, psy, pas mal de sages-femmes, infirmière, on avait un aide-soignant l'année dernière, un peu de kiné, médecin généraliste, mais sensibilisé à tout ce qui est violence faite aux femmes, sensibilisé, tourné vers ça. Oui, il y quoi. a ça aussi. Et ouais, il y a ça aussi. Et voilà. T'as un peu tout. T'as quand même beaucoup, c'est 200 fois, c'est 99% du personnel médical, et on a ces 2 filles qui sont juste... Pour les projets à venir, on a dans pas longtemps une formation qu'on va faire plus ou moins ensemble sur le traitement des cicatrices. Oui. Parce que ça, que ce soit post-op, pneumo ou postpartum, ça va être la même. Il la faut. Et on se dit bien qu'avec Océ et toi, on va pouvoir organiser dans, j'imagine, 2025... un petit ashram ou un petit week-end, je sais pas où, pas forcément à l'ashram, mais où on ferait un week-end de yoga, un week-end avec du vin, dit Océane. Un domaine où on pourrait faire yoga et respi et périnéo. Parce que c'est quand même des... Et dégustation de vin. Et de la bonne bouffe. Évidemment. Tout ça, quoi. Donc tout ce qu'il y a d'agréable dans la vie, quoi. Tout ce qu'il y a d'agréable pour passer un bon week-end. Trop bien. Et d'autres grosses dates cette année D'autres grosses dates, oui, quand même. Formation avec Epion, l'organisme de formation des filles de Montsartou au cabinet. Ah, cool. Ah oui, où tu deviens formatrice. Où je deviens formatrice, où j'avais commencé un peu l'année dernière, où notamment j'avais fait un peu de... Elles font un 100% pratique. Donc en fait, tu fais ton premier degré de périnéo, tes fondamentaux. Et après, tu peux faire un 100% pratique. Sur 100% pratique, tu viens 2 jours. Et moi, j'avais donné 2 heures de respi. T'as Eva qui donne 2 heures de sexo. Il y a plein de modules différents. Il y a Julie qui fait 2 heures où elle fait que du biofeedback. Tu fais vraiment de la pratique en mode lundi au cabinet, qu'est-ce que je peux proposer à mes patients, quoi. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse dans ma séance, quoi. Donc ça, c'était le début l'année dernière. Et on a bientôt une formation de sexo. Trop bien. Que je vais faire avec... Pour les kinés à nouveau ? Pour les kinés et les sages-femmes. Ok. Les 2. On ouvrira peut-être plus large aux professionnels de santé en règle générale. Mais là, on se concentre pour l'instant sexo sur kiné et sage-femme parce que comme ça, on peut apporter un côté pratique et manipulation aussi. Ok. En mode de prise en charge de la pathologie sexo. On ne veut pas former des sexologues. Hein. On ne va pas faire devenir les gens... les gens ne deviendront pas, sexologues à l'issue de la formation. Bien sûr. Mais c'est juste prendre en charge l'aspect sexo. Et bientôt, formation de douleur pelvienne. Ok. Fin 2025, je pense. Oh là là là. Incroyable. Et des formations avec la bulle, tout ça, quoi. Ouais, évidemment. Ok, trop bien. Un grand merci d'être venu dans notre petit podcast de la bulle. Oui, merci beaucoup. Et puis cette salle, j'espère qu'elle accueillera bientôt des prises en charge périnéo. Parce que... Grosse ambition. Bonne journée à tous et à bientôt.